Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Podcast Santé. Je suis Virginie Chabert, responsable de développement et d'ingénierie en promotion de la santé au CODES 83 et je suis l'une des référentes sur la thématique nutrition. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Périca du projet alimentaire territorial du Pays de Fayence. Bonjour Laurent. Bonjour. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc Laurent Périca, je suis chef de projet agriculture et alimentation pour le PAT de Pays de Fayence, donc depuis 2021. Pays de Fayence, c'est une petite communauté de communes qui se trouve à l'est du Var. On fait 28 000 habitants et la Comcom s'est lancée dans un PAT depuis 2021. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu ce que signifie un projet alimentaire territorial? Alors, les projets alimentaires de territoire. C'est difficile de donner une définition générale parce que on aborde énormément de domaines, énormément d'axes thématiques. Mais si on devait donner un peu une synthèse de ce concept et ce travail-là, de ce programme, les PAT en fait visent à renouveler, remodéliser les chaînes de coopération, les systèmes autour de l'alimentation et plus particulièrement l'alimentation durable. Donc on parle d'alimentation durable au niveau des thématiques qui sont abordées, qui sont touchées. On va avoir tout ce qui touche à l'agriculture, c'est-à-dire l'amont de la filière. Donc comment on met plus de vivriers, plus d'alimentaires sur nos territoires. Après, on va avoir un axe accompagnement à la mise en place de la loi Egalim. Souvent, c'est les intercos qui accompagnent les communes pour développer le bio et l'alimentation locale dans les cantines scolaires. On a un axe d'éducation alimentaire, et c'est plus particulièrement dans ce cadre-là qu'on a fait appel au CODES, j'y reviendrai après. Un axe sur la lutte contre la précarité alimentaire, un axe santé, là aussi c'est pour ça qu'on a fait appel au CODES, et puis un axe de lutte contre le gaspillage alimentaire qui va venir alimenter notre politique de qualification des approvisionnements en cantine scolaire. Voilà en gros pour dégrossir ce que c'est qu'un projet alimentaire de territoire, mais si on doit retenir quelque chose, c'est un programme porté par une collectivité qui vise à reterritorialiser et à travailler localement sur l'alimentation durable au travers des 6 champs que j'ai évoqués. Peut-être un 7e champ qui est aussi demandé par les financeurs, l'État sur les PAT, c'est de travailler sur une gouvernance inclusive. C'est-à-dire que cette politique ne soit pas simplement une politique verticale, une politique publique descendante, mais qu'elle intègre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, individuels, dans cette dynamique pour en faire un vrai projet de territoire et pas simplement une politique subie. OK, je crois que il me semble en fait que les projets alimentaires de territoire ont différents niveaux. Du coup, où se situe le PAT du Pays de Fayence et à quel, stade d'évolution vous êtes par rapport à tout ça? Alors nous, pour donner un peu une chronologie, on a été labellisé de niveau 1 en octobre 2021. Le PAT a débuté dans la foulée avec le lancement de mon poste. Et ensuite, on a été labellisé de niveau 2 en mars 2024. Donc la labellisation niveau 2, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? C'est la validation en fait des travaux qui ont été réalisés en phase 1 et plus particulièrement en phase 1, ce qui est demandé à un PAT, c'est de faire du diagnostic et de monter une stratégie. Nous, en Pays de Fayence, on avait fait le choix de rentrer rapidement dans des actions. La stratégie a été faite sur les 6 premiers mois et derrière, on avait commencé à décliner des actions et les financeurs, l'État a plutôt apprécié cette manière de faire. Pourquoi on a fait comme ça? Tout simplement parce que les partenaires, que ce soit les agriculteurs, les communes, avaient déjà réalisé beaucoup d'études, de diagnostics. Donc le gros était fait, il fallait simplement mettre en musique et en action ce qui avait déjà été réalisé. Du coup, ça vous a permis en fait de gagner un peu du temps et d'aller plus facilement sur des actions parce que C'est vous ça. êtes appuyé sur des gestes qui avaient été, Tout à fait. Il y a eu anticipés. ça et le fait de passer vite en opérationnel, en action, ça permet de faire monter plus vite, si je puis dire, la mayonnaise auprès des acteurs et de montrer qu'on n'est pas sur un énième programme qui va diagnostic, préconisation, plan opérationnel, mais qu'on rentre directement dans des actions et ça permet tout de suite de sentir un peu, palper, les résultats et la pertinence, du programme. Et puis je pense que ça met aussi, les acteurs en mouvement, c'est-à-dire que ça va les valoriser sur ce qu'ils ont déjà, eux, commencé à établir. Tout à Ils se fait. sentent écoutés parce que du coup, on prend en compte aussi ce qu'ils ont pu observer, eux, sur le terrain et derrière, en fait, ça fédère tout le monde autour, d'une dynamique, commune, en tout cas. Collective, ouais, Ouais, tout c'est à ça. fait, c'est exactement ça. Du coup,
Le PAT de faïence, du coup, j'imagine, a développé des partenariats. Quel type de partenariats un petit peu se sont mis en place au fur et à mesure, Alors, dans cette dynamique? sur les partenariats, en fait, on a commencé en bon, on va dire, mission agriculture, puisque moi, le PAT est rattaché au service agriculture. On a commencé par développer des partenariats, avec, le monde agricole, donc les syndicats locaux, la chambre d'agriculture, la SAFER et cetera. Tous les partenaires, traditionnels de l'agriculture. On a fait un gros travail sur de la redynamisation vivrière, puisque le pays de Fayence, en fait, a pour la caractéristique, enfin, sur les 30 dernières années, en fait, on a eu un désaménagement, si on peut dire, du territoire, sur le plan agricole. C'est-à-dire que tout a été fait pour, que l'agriculture n'existe plus sur le territoire. Donc le constat premier, c'était celui-là. Donc l'objectif, c'était de remettre les bonnes conditions pour recevoir l'agriculture sur le territoire. Donc du travail sur le foncier, du travail sur de l'aménagement hydraulique, du travail sur l'installation, l'incitation à aller vers les filières alimentaires. Donc naturellement, on est allé vers les partenaires agricoles. Et ensuite, en termes d'autres partenaires, on a travaillé beaucoup avec les communes, qui sont en première ligne pour la mise en place de la loi Egalim, localement le relais solidarité pour la partie précarité alimentaire, et puis après avec le CODES. Le CODES, l'entrée partenariale qu'on a pu avoir, c'est sur notre axe éducation alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer aux groupes scolaires, aux enfants scolarisés du pays de Fayence. Donc plus particulièrement, nous on a mis en place un passeport alimentation durable. Le principe, c'est de donner la possibilité à tous les enfants du pays de Fayence d'avoir, lors de leur scolarité, un accès à une culture alimentation durable. Mmh. Dans ce cadre-là, on a développé 7 thématiques autour de l'alimentation durable et plus particulièrement sur la santé et nutrition, on a fait appel au CODES, donc à Marion et à Virginie, pour développer des séances de sensibilisation, formation sur la santé, nutrition. Au niveau des classes d'âge, on a ciblé les maternelles plus les primaires. On n'est pas encore allé sur, un public collégien, mais dans le futur, c'est possible qu'on y aille, ouais. Je me demandais comme ça là, comment on devient coordinateur de PAT? C'est quoi un petit peu en fait, par exemple ton parcours, comment on en arrive en fait? Parce que j'ai l'impression quand même que ça regroupe des compétences qui sont hyper larges. Ça va de l'agricole à l'organisation de projets, à je pense un petit peu, du lobbying, du lien avec les politiques, enfin Mmh. je pense que ça regroupe quand même, des Alors, champs qui sont assez variés il et y aura pas de parcours, enfin, on en a fait le point avec on en a déjà discuté, pardon, avec les différents chargés de mission, chefs de projet PAT. mmh, Il y a vraiment aucun parcours standardisé, donc les parcours sont différents. Moi, j'ai fait sciences politiques et ensuite je me suis spécialisé sur les politiques agricoles. Auparavant, j'étais responsable d'une maison de la truffe, donc un petit peu dans le domaine agricole et beaucoup dans le domaine de l'accueil, développement de politique touristique. Et après, j'ai été recruté par le pays de Fayence. Mais comme tu dis, c'est vrai que les chargés de mission ou les chefs de projet PAT, c'est des missions qui sont très larges, mmh mh. avec différentes compétences. Et la principale compétence, c'est ingénierie, conduite de projet. C'est-à-dire avoir la capacité de se projeter sur un projet qui amalgame des champs très différents, sur lesquels on n'est pas du tout expert. Enfin, Mmh. moi, le domaine de la précarité alimentaire, j'y connaissais vraiment absolument rien. Mais la compétence qu'on doit avoir en tant que chargé de mission, c'est être amené à aller sur des terrains, s'immerger et puis arriver à dégager des feuilles de route, des actions, du partenariat avec des opérateurs sur lesquels, on n'aurait pas été amené, à travailler ensemble, quoi. Mmh mh. Donc c'est le sentiment que tu as, c'est bien celui-là. Heu, C'est voilà, un couteau suisse. c'est ça, couteau suisse et c'est être au milieu d'écosystèmes, en fait, différents et essayer de les amalgamer, de les faire travailler ensemble. Donc il y a, quand tu parles de lobbying, c'est vrai aussi, il y a une interface, très importante avec les élus, Mmh. puisque la thématique alimentation, même la thématique agriculture sur notre territoire, c'est des thématiques qui ont été, enfin, l'alimentation pas du tout, mais l'agriculture laissée un peu de côté sur les 30-40 dernières années. Et aujourd'hui, il faut faire un travail enfin, il faut labourer le terrain pour montrer tout l'enjeu que représente pour une collectivité, pour les populations, l'alimentation, l'agriculture, etc. Donc oui, il y a tout ce travail de labourage de terrain auprès des élus à réaliser, oui. Parce que je pense qu'il doit y avoir aussi différents étages, institutionnels, en fait, parce que la loi Egalim, c'est quand même une politique nationale, en fait, qui vient s'appliquer sur le territoire. Mais en dehors de ça, il y a les spécificités de chaque territoire et les besoins aussi un peu des institutionnels et des professionnels qui sont là et des Mmh. acteurs de terrain. Donc du coup, ça demande, je pense, un petit peu peut-être de faire coïncider aussi,
à la fois des dynamiques nationales, des dynamiques territoriales, des dynamiques communales et Tout à d'arriver à fait, mettre ouais. tout ça en musique, quoi. Tout à fait. Sur des compétences qui ne sont pas obligatoirement partagées, enfin, qui ne sont pas propres à l'interco. Mmh. Enfin, nous, en Pays de Fayence, on n'a pas de compétence Restauco. La Restauco, elle est organisée par les communes, donc ça veut dire mettre les pieds dans une compétence qui n'est pas la nôtre. Mmh Donc on mh. n'a pas de pouvoir institutionnel ou de pouvoir hiérarchique. On est simplement là en position d'accompagnement et de formation, sensibilisation. Voilà, donc ça demande une posture un peu particulière. On n'est Mmh. pas là pour asséner une vérité, mais on est là, si besoin. Enfin, c'est ce qu'il faut leur faire comprendre. Il y a ce champ de l'alimentation de l'Egalim qui est arrivé, ça va faire 3 ans que c'est vraiment prégnant. Mmh mh. Là, aujourd'hui, l'Intercos propose d'aider à mettre en place. Vous ne voulez pas, on vous laisse de côté. Si vous voulez, nous, on a les moyens de, voilà, de vous accompagner, d'aller valoriser les bonnes pratiques que vous mettez en place, d'aller chercher du financement aussi, parce que c'est une des compétences qui nous est demandée, c'est de l'ingénierie de projet, donc de la recherche de financement. Voilà, les intercos interviennent, enfin les PAT en tout cas, en conseil sur ces domaines-là pour les communes. Après pour y avoir participé aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un réseau qui s'est mis en place autour des PAT, et notamment, sur des réunions qui étaient, animées, par L'ODAT, l'ODAT. Delphine Coléoni, C'est ça, pour où ne pas du la coup citer. c'est ça avec Delphine, où en fait l'ensemble des coordos des PAT aussi vous vous rencontrez, ça vous permet aussi de mettre, des compétences mutualisées, de mettre en place des choses qui soient, similaires d'un territoire à l'autre. Parce que le territoire d'un PAT en fait, ça recouvre pas ni une commune, ni une communauté d'agglo. Des fois c'est même, c'est encore une autre échelle et du coup, enfin en tout cas je trouve Là, ça tu mets intéressant. comment dire, la focale ou le curseur sur l'un des éléments clés d'un PAT, Mmh. c'est le PAT doit faire travailler des écosystèmes, donc c'est des échelles de coopération. Les échelles de coopération, elles sont multiples, hein, c'est l'échelle d'une école, d'une commune, d'une interco, Mmh. mais aussi des autres territoires et donc l'échelle départementale. Donc le réseau des PAT, c'est ce qui vise un peu. Nous, in fine, entre PAT, on a le devoir de travailler entre les territoires. Parce que, enfin, très logiquement, l'alimentation, si moi je prends un Pays de Fayence, je vais arriver à produire des fleurs, du mimosa, un petit peu de culture vivrière, beaucoup d'élevage, mais j'ai pas toutes les autres filières. Alors qu'un territoire comme la Dracénie ou Estéral Côte d'Azur a des spécialisations du fait de ses terroirs, du fait de sa pédologie, etc. Donc on a tout intérêt entre PAT à travailler les coopérations et puis les stratégies. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir des niveaux, des échelles qui soient assez pertinentes et cohérentes pour pouvoir développer une autonomie du territoire, alors qu'elle soit départementale, régionale. Voilà, l'objectif, c'est pas de enfin, la souveraineté alimentaire, c'est pas viser l'autonomie ou enfin l'autonomisation ou l'indépendantisme, si on peut dire, c'est développer à une certaine échelle territoriale des coopérations qui permettent aux populations en cas de crise, en cas de guerre, d'avoir accès à une ressource alimentaire qui soit locale et durable. Du coup, là, le PAT de Fayence, il en est au stade où, il a développé, tout le champ agricole, il a développé le champ de la santé et petit à petit, il glisse aussi vers, tout ce qui est, l'alimentation précarité et le lien, en fait, pour rendre accessible, en fait, l'alimentation santé à ceux qui en seraient, le plus éloignés Alors, géographiquement ou financièrement. on est un petit peu dans cette idée-là sur, quand tu dis, on a fini entre guillemets «l'agriculture», l'agriculture en fait, c'est des domaines, enfin, qui prennent énormément de temps. Quand tu lances une politique agricole, donc tu vas aller intervenir sur du foncier, Mmh. avant que l'agriculteur, fasse pousser, vende, récolte, il y en a pour, 2 à 3 années, donc c'est des politiques de moyen long terme. Ce qui fait qu'on a commencé par ça, Mmh. labourer le terrain pour ensuite, faire avancer les autres champs, par exemple la restauco, la précarité, pour qu'une fois que ce qu'on a commencé en agriculture, une fois on aura récolté les fruits et les légumes de ça, on puisse en faire profiter les autres champs. Sur la précarité alimentaire, ce qu'on développe aujourd'hui, il y a la notion d'accessibilité à une alimentation durable pour tous, mais il y a surtout un accompagnement de l'acteur central de la précarité alimentaire en Pays de Fayence, puisque nous, on n'a qu'un opérateur. Contrairement aux autres territoires où il y a la banque alimentaire, les restos, enfin, euh, restos du cœur, nous, on a un seul opérateur qui est à une bascule, puisque c'est une association historique avec une moyenne d'âge qui est assez élevée. Et aujourd'hui, notre premier travail, c'est de l'accompagner à faire cette bascule en termes d'organisation interne. Mmh. Et c'est une association qui est très centrée sur la distribution de colis
et peut-être un petit peu obsédé ou obsessionnel là-dessus. Et aujourd'hui, la précarité fonctionne plus simplement que sur la précarité alimentaire. Les personnes qui viennent chercher un colis, bah, c'est comme on ouvre le tiroir de la précarité alimentaire, et derrière, il y a la santé, il y a la santé mentale, il y a la non-activité économique, etc. Donc en Pays de Faïence, ce qu'on essaye de développer, c'est une forme de pool d'intervention Mmh. où certes, on essaye d'avoir une alimentation plus durable sur la thématique de la précarité alimentaire, mais derrière, on met en place des offres, des services, des permanences sur les autres champs. C'est voilà un pool d'intervention, un pool de services destinés à cette précarité alimentaire. En fait, c'est une porte d'entrée pour aller, Exactement, ouais, toucher les publics qui sont les plus éloignés. c'est Je ça. sais que sur un autre PAT, il me semble sur TPM, il y avait eu des partenariats qui s'étaient tissés notamment avec la caisse primaire d'assurance maladie, où il y a des consultations qui ont été mis en place On et l'a fait ça cetera. sur les permanences CPM, ouais. On a organisé un partenariat avec la CPM qui est maintenant pérenne, où on proposait donc aux bénéficiaires de la précarité, c'est-à-dire aux bénéficiaires du relais solidarité, sur des jours de distribution de colis, d'avoir accès à cette offre CPM. Donc c'est de l'accès aux soins, Mmh. droits, et cetera, et ça a très bien fonctionné, et c'est là qu'on a validé notre stratégie en disant: ben, les publics qui viennent chercher un colis, ben, la demande, en fait, elle est multiple et elle est très différente. Donc on va faire de notre force, c'est-à-dire, on a un opérateur avec un point où on capte 250 personnes, donc ça veut dire, allez 500 non, 250 familles, pardon. Ce qui veut dire à peu près 500 ou 600 personnes qui sont en besoin, et on va développer toute une offre de services qui va permettre de lutter en profondeur, pas simplement que sur la précarité alimentaire, autour, bah, de la précarité sur un sens large. Du coup, oui, en fait, ça vient lier les différents domaines de l'accessibilité, de la santé, des Santé inégalités mentale, sociales ouais, de santé, de la santé sociale. Enfin, tout en à fait, ça fait. recouvre un champ encore plus large Mmh. que ce qu'on peut imaginer à la L'objectif, base. c'était vraiment d'avoir une, acceptabilité de cette notion de précarité alimentaire qui soit très large. Puisqu'aujourd'hui, enfin, on peut plus simplement traiter cette précarité que par, l'amélioration des approvisionnements ou l'augmentation de ces approvisionnements, des colis. Il faut vraiment, enfin, si on veut être efficace, avoir une approche plus large de cette thématique. Et au fur et à mesure des années, qu'est-ce que vous avez pu observer? Comment est-ce que les choses, elles évoluent, sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des premiers résultats déjà qui sont palpables, par rapport à tout ce que vous avez essayé de mettre en place? Alors, on va revenir sur on va commencer par la précarité alimentaire. Sur la précarité alimentaire, ce qu'on a vu, c'est une explosion, des demandeurs ou des bénéficiaires. Bah, c'est comme tous les autres territoires, il y a eu le Covid qui est passé par là, Mmh. inflation, enfin les données macroéconomiques, mais nous historiquement, on est plutôt un territoire assez riche, quoi. Donc la thématique, enfin il y avait des gens en demande, mais c'était pas flagrant, et les élus, c'était vraiment pas la question primordiale sur le territoire. Et là, ça fait quelque temps où on voit que la question, bah, revient et commence vraiment à être pointée et à se mettre à l'agenda des politiques. Donc voilà, une première évolution par rapport à cet axe-là. Après, en matière de résultats, on n'a que des résultats de moyens, si je peux dire, puisqu'aujourd'hui, enfin, sur ce qu'on a monté en agriculture, c'est trop tôt pour annoncer que, bah, voilà, on a remis en place 20 hectares destinés à du maraîchage. Ces 20 hectares permettent d'alimenter les cantines. Mmh. Là, aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire en termes de résultats, c'est qu'on a l'ensemble de l'intercommunalité qui va avoir des zones agricoles protégées. Donc ça veut dire protection du foncier agricole, ce qui va nous permettre derrière, bah, d'installer. Ce qu'on peut dire aussi en termes de résultats, l'accompagnement à la loi Egalim, aujourd'hui, les cantines scolaires en Pays de Fayence, elles sont à 28 de bio, ce qui est plutôt positif par rapport aux autres territoires. Et après, en termes de résultats, ben, la sensation d'avoir essayé de monter une vraie politique, et Mmh. ce sur tous les axes. Et si on reprend l'éducation alimentaire, en termes de retour, très satisfait pour les publics que sont les groupes scolaires, bah, d'avoir la possibilité d'avoir une action en matière d'éducation alimentaire. La sensation que, bah, enfin la collectivité, prend en charge cette question de éducation alimentaire, et que, le PAT peut être, une ressource pour les enseignants, les directeurs d'école. Voilà, je veux traiter d'agriculture. Qu'est-ce que le PAT m'offre comme offre de service? J'ai envie d'avoir une approche santé. Mmh. Qu'est-ce qui est possible de faire? Et voilà, c'est tout ce qu'on a pu travailler ensemble avec le CODES. Mmh. Donc on monte des systèmes, des packages,
d'offre de services, on rend les choses lisibles, on facilite et après, les opérateurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, donc ils n'ont plus qu'à venir piocher, dans ce qui a été monté et structuré. Oui, il y a un travail de communication quand même aussi pour rendre l'offre, lisible et cetera et c'est vrai que sur le partenariat qui a été tissé avec le CODES, nous on a peu d'actions qui sont développées sur le PAT et sur le pays de faïence. Du coup, ça nous a permis d'aller sur un territoire qui est quand même isolé pour nous et Ouais, sur lequel, on avait un peu de mal à installer des choses. Du coup, effectivement, on a mis en place la formation, pour les professionnels, sur l'éducation, alimentaire, durable et au goût qui nous est financée par la CAF du Var. ça je te coupe, mais c'est vraiment enfin cette dernière formation, après cette première année de partenariat, je pense que c'est vraiment l'avenir parce qu'on voit bien que c'est très efficace comme manière de faire. Mmh. En formant un groupe de 10 10 éducateurs, enfin 10 personnes en lien avec, les enfants. Derrière, on a 10 projets Mmh. concrets qui se développent Mmh. et donc en fait, tu touches, une cible exponentielle. Enfin Ouais. et on va vraiment tendre de plus en plus vers ce genre d'action pour avoir, une approche plus efficace que simplement une action saupoudrée sur une école qui, en définitive, en termes de résultats, ne donne pas plus satisfaction que ça Beh, c'est un et petit peu notre ambition aussi, c'est-à-dire que nous, Codes 83, on est acteurs de terrain, OK, on met en place des actions, on a l'habitude de coordonner des projets, on a des personnes ressources dans l'équipe qui sont experts des thématiques, qui connaissent bien les publics, les partenariats développés, notamment en milieu scolaire et périscolaire. Mais c'est vrai que du coup, une fois que nous, notre action est faite, l'objectif, c'est pas que ça reste comme ça, lettre morte ou, voilà, que ça soit quelque chose de ponctuel, mais c'est vraiment que ça s'installe dans la durée et ça passe forcément par la formation des équipes mmh, éducatives et c'est ce qui était intéressant sur le pays de faïence, c'est que à la fois nous, on a pu développer des actions sur lesquelles on était déjà financés ou que vous avez pu financer et qu'on a mis en place directement auprès du public. Donc, il y a quand même déjà des choses qui se mettent en route et on vient renforcer ça en travaillant avec les professionnels à côté mmh. pour que les choses, en fait, elles continuent de s'installer et que la dynamique, elle reste, en fait, tout simplement. Tout à fait. La dynamique, elle est double. Donc, c'est essaimer, faire émerger des projets. Et derrière, à moyen long terme, c'est développer une culture Mmh, chez ces personnes qui sont prescriptrices par mmh. rapport aux enfants, une culture de l'alimentation durable, où il y a des réflexes qui se créent et puis l'envie de monter facilement des projets. Après, en tout cas, le sens, sur les professionnels que j'ai accompagnés sur la formation, la pertinence, le sens d'aller sur ces champs-là, tous ils y étaient, sensibles et Mm. favorables et après c'est plus le concrètement comment je m'y prends, quelle est la démarche et la philosophie de mettre en place des actions sur la santé, comment, La je prends question en des compte moyens aussi, puis de exactement, la reconnaissance par rapport à leurs élus. oui, Et c'est là où on voit bien en fait le travail des PAT, il y a une dimension politique. Il faut mmh, aussi mettre dans la tête des élus le besoin aujourd'hui de donner de la place et donner les moyens pour développer ce type de projet. mmh, Et après, voilà, c'est montrer à ces encadrants que c'est possible, que le message est reçu par les élus et qu'ils peuvent y aller, quoi. mmh mh. Du coup, ça permet en fait de mettre un peu tout le monde, enfin, déjà aussi aux professionnels de se sentir écoutés, d'avoir parfois des moyens supplémentaires pour mettre en place des choses et notamment sur la formation, ce qu'on a mis beaucoup en évidence, avec Marion, c'est qu'il y a pas besoin parfois de moyens qui sont, énormes. Forcément, les professionnels, ils attendent d'avoir des moyens humains supplémentaires ou des moyens financiers. Mais des fois, l'éducation alimentaire, c'est aussi simple que, de l'échange et de la discussion pendant le repas, le temps de cantine, ou l'occasion, elle peut être saisie sur un goûter, sur, des temps partagés, en fait. Donc, c'était aussi leur mettre en avant que, c'est pas parce qu'ils sont pas formés clairement à la nutrition comme des diététiciens ou des nutritionnistes, mais que en fait, c'est accessible à eux aussi en tant que professionnels éducatifs et dans la vie de tous les jours et dans le Mmh. quotidien, en fait, qu'ils en font déjà de l'éducation à la santé, de l'éducation à la nutrition. Donc en fait, c'est juste venir les rassurer et les valoriser sur leurs compétences, mettre déjà Tout à en fait. place en Ah ouais, réalité. c'est mettre, des mots, un peu un concept sur des pratiques, Et ils sont déjà qui tout existantes. à fait, ouais. Et du coup, quels sont un peu les prochains défis, les perspectives qui sont envisagées pour le PAT du Pays de Fayence? C'est quoi les Alors, prochaines échéances? sur un plan plus agricole encore, puisque c'est quand même le centre, gravitaire, d'un PAT. Là, on travaille sur la connexion au lac de Saint-Cassien pour la création du premier réseau d'eau agricole en Pays de Fayence. Donc ça, c'est un dossier très stratégique parce que qui dit eau sécurisée, dit installation agricole et on a travaillé aussi beaucoup avec la SAFER qui est l'opérateur qui régule le foncier agricole et on a une convention qui nous permet d'intervenir sur les terres et d'orienter les filières.
Mmh. Ce qui veut dire qu'on a développé des outils qui nous permettent d'installer du vivrier et des filières qui vont pouvoir se mettre en adéquation, en équilibre, en convergence avec l'Aristoco. Donc ça, de ce côté-là, voilà, les perspectives, elles sont là. Après, pour tout ce qui touche sensibilisation grand public sur l'alimentation durable, on continue donc les actions évidemment avec le CODES. On va juste changer la manière de faire de notre passeport alimentation durable. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est par rapport aux écoles. La sensation l'année dernière, on a eu plus de 1000 enfants qui ont été touchés par une activité, une thématique Mmh. alimentation durable. Mais derrière, c'est des actions qui sont un peu saupoudrées, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour. Mmh. On ne sait pas si le gamin a intégré, ce que ça va développer, susciter quelque chose chez lui. Donc on va changer le prisme et mettre en place des actions plus efficaces avec le lancement d'appels à projets où moins de groupes scolaires seront touchés, mais ce seront les groupes scolaires qui ont vraiment un projet écosystémique d'établissement Mmh. qui auront la possibilité d'avoir ces interventions, donc nutrition, préservation de la ressource en eau, agriculture, santé, etc. Donc le futur projet, c'est ça, c'est monter un appel à projet pour financer les établissements qui ont vraiment derrière un projet maturé. Et après, derrière, relancer toutes les thématiques, les actions d'intervention, sensibilisation qu'on a déjà pu essayer. Il y a de nouvelles thématiques qui vont apparaître aussi. Là, on a un parcours sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire en lien avec des archéologues. Mmh. Donc, se poser la question de ce que peut laisser la trace du gaspillage. Donc, c'est intéressant puisque ça permet de marier différents champs. Et puis après, voilà, on croit beaucoup à ce que j'évoquais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire la formation, enfin, planter la petite graine dans les publics prescripteurs Mmh. pour que derrière, de manière un peu exponentielle, eux-mêmes essaiment et puis que ça monte vraiment une culture autour de l'alimentation durable sur le territoire. Puisque l'objectif du PATA, comme évoqué au préalable, c'est de changer les chaînes de coopération, l'écosystème et on ne pourra pas le faire tout seul. Donc il faut déléguer, essaimer et puis semer quoi, tout simplement. Mmh. Et je crois qu'on en avait discuté aussi une fois d'un espèce de parcours aussi, à travers les âges, en fait, sur cette thématique-là et notamment, on avait discuté aussi de l'idée de travailler avec, les réseaux petite enfance et notamment les assistantes maternelles, de leur proposer aussi, dès les petits tout, d'échanger sur ce sujet, voir comment ils accompagnent les parents dans ce champ-là, comment la coéducation, elle s'installe, dès le plus jeune âge. Donc Ouais. ça aussi, il me semblait que c'était un C'est chantier exact. qui C'est vrai qu'on a dans l'idée aussi de mailler ou de cibler par catégorie d'âge, mmh, en ayant à chaque catégorie une politique mmh, d'éducation alimentaire qui soit associée. Pour les collégiens, on a développé par exemple les ambassadeurs du goût, mmh, donc plus particulièrement avec le collège Marie-Moron qui est à Fayence. On a un prof qui s'occupe sur les 4 années de scolarité de gérer un groupe de 10 personnes et où ils vont développer en fait un micro-PAT. C'est-à-dire qu'au sein de l'établissement, ils vont travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, ils vont aller rencontrer des agriculteurs mmh, et puis aller questionner les élus en conseil communautaire mmh, pour dire, voilà, nous, on souhaite développer ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place mmh pour... mh. Et donc, commencer dès la petite enfance avec ce partenariat avec les assistantes, jusqu'au au niveau collège, puisque nous, on n'a pas de lycée, avec des projets de conscientisation, de responsabilisation autour de l'alimentation durable. Donc voilà, l'objectif en Pays de Fayence, c'est vraiment d'avoir une chaîne complète qui Mmh. soit maillée par des actions en matière d'alimentation durable. Et en ça, le CODES a une grande place à jouer, puisque nous, on n'est pas expert santé. Et vu tout ce que vous développez comme type d'activité, enfin, le nombre de fiches actions que vous pouvez avoir, vous collez parfaitement, entre guillemets, à la politique qu'on souhaite développer en Pays de Fayence. On arrive toujours à se retrouver avec toutes les catégories d'âge, donc le Merci. partenariat est pertinent. Du coup, on vient de discuter un petit peu des différentes tranches d'âge, sur lesquelles, en fait, le PAT va tisser un maillage auprès du public, directement et des habitants du territoire. Mais le PAT, ça reste quand même une politique, publique. Donc, effectivement, il peut y avoir aussi, peut-être dans les perspectives, une dimension aussi, plus ouverte de type, mise en place d'un contrat local de santé, par exemple? Exactement. Vous êtes bien informée, Virginie. C'est exactement ça. Là, on voit bien qu'on a essayé de catégoriser par cible d'âge, Mmh. développer des outils, des politiques publiques ou des premiers projets. In fine, l'objectif, ça va être de mettre en cohérence tout ça et d'avoir une vraie action publique formalisée et avec une stratégie. Et c'est pour ça que le territoire s'est positionné
récemment sur l'envie de monter un contrat local de santé intercommunal. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est un projet puisqu'on est en train de rédiger le courrier qui va être destiné à l'ARS. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de ce CLSI, c'est qu'en plus des actions traditionnelles de santé publique territoriale qui vont être développées, il y a toute une partie volée PAT. C'est-à-dire que les actions qu'on a déjà pu initier vont être vraiment formalisées et ça va être un objectif du territoire en matière de santé que d'intégrer la nutrition, l'alimentation durable. Et autre élément intéressant aussi en termes de politique publique, c'est qu'on va intégrer la partie précarité alimentaire. Mmh. Donc on va pouvoir travailler sur ce secteur-là par l'entrée santé, en ayant une vraie stratégie, une formalisation d'action. C'est donc une reconnaissance du travail des bénévoles de ce secteur-là et la collectivité, enfin la promesse que la collectivité s'engage sur ce secteur qui est, encore une fois, pas un secteur traditionnel. On a une compétence sociale, mais elle ne se traduit pas obligatoirement par la lutte contre la précarité alimentaire. Mmh. Donc voilà, on estime que c'est une avancée par rapport à ce champ-là. Ça permet de renforcer la dynamique et de continuer à mettre en lien, tout le monde sur les Exactement, objectifs communs, en fait. dans l'esprit initial d'un PAT, Mmh. travailler à l'horizontale et puis faire, co-construire, puisque c'est le mot à la mode, mais c'est la réalité, Mmh. les acteurs des champs de l'alimentation durable. Mmh. Merci Laurent. Merci à vous. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Podcast Santé.